Le vent salé de la Manche fouettait les cheveux auburn de Margot Dubois tandis qu'elle descendait du train à la petite gare de Sainte-Marguerite-sur-Mer. Après une année d'études à la Sorbonne, elle retrouvait enfin son village natal, niché entre les falaises de craie blanche et les eaux tumultueuses de la côte normande. L'air marin, chargé d'iode et de souvenirs d'enfance, emplissait ses poumons d'une nostalgie douce amère. Margot. Ma petite. La voix de son père, Henri Dubois, maire du village depuis 15 ans, résonnait par-dessus le bruit des mouettes. Il l'attendait près de sa vieille Citroën, le visage marqué par des rides nouvelles qu'elle ne lui connaissait pas. Papa, tu as l'air fatigué, dit-elle en l'embrassant, remarquant les cernes sous ses yeux bleus délavés. Les responsabilités, ma chérie. Le village traverse une période difficile. Il évita son regard, chargeant sa valise dans le coffre avec des gestes nerveux. Durant le trajet vers la maison familiale, Margot observait les rues qu'elle connaissait par cœur. Quelque chose avait changé. Les volets de plusieurs maisons restaient fermés en plein jour, et les rares passants marchaient d'un pas pressé, évitant de croiser les regards. Où sont les Moreau? Et la famille Beaumont, demanda-t-elle en remarquant l'absence des visages familiers. Son père serra le volant plus fort. Quelques familles ont déménagé. Temporairement. Ce soir-là, dans la cuisine aux poutres apparentes de leur maison du XVIIe siècle, Margot retrouva sa mère, Claire, qui préparait une soupe de poisson. L'odeur familière des herbes de Provence et du safran l'enveloppa comme un cocon réconfortant. « Maman, que se passe-t-il vraiment ici ? Papa refuse de me dire quoi que ce soit. » Claire échangea un regard inquiet avec son mari. « Ma chérie, il y a eu des accidents. Des pêcheurs qui ne sont pas rentrés. » « Combien ? 5, depuis le printemps, murmura Henri. Tous des hommes expérimentés. Ils connaissaient ces eaux comme leur poche. Margot fronça les sourcils. Et la police ? Les gardes-côtes ? Ils parlent de courants traîtres, de brouillard soudain. Mais Henri hésita. Les anciens du village racontent autre chose. Le lendemain matin, Margot se rendit à l'église Saint-Pierre, un édifice roman du XIIe siècle perché sur une colline dominant le port. Elle y trouva le père Étienne Moreau, un homme de 60 ans aux cheveux blancs et aux yeux perçants, qui rangeait des livres anciens dans la sacristie. « Margot. Quelle joie de te revoir. » Il l'accueillit avec un sourire chaleureux. « J'ai appris que tu étudiais le folklore à Paris. Cela tombe bien, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. » Il sortit un carnet de cuir usé. « Les témoignages que j'ai recueillis auprès des anciens. Ils parlent tous de la même chose, un chant qui vient des falaises, la nuit. Un chant si beau qu'il attire les hommes vers les rochers. Vous croyez vraiment à ces histoires, mon père ? J'ai 60 ans, Margot. J'ai vu des choses que la raison ne peut expliquer. Ses yeux se firent graves. Et puis, il y a les symboles. Il ouvrit le carnet à une page couverte de dessins étranges, des créatures ailées, des spirales entrelacées, des visages grimaçants. Ces symboles, on les retrouve gravés dans les grottes sous les falaises. Ils datent du Moyen Âge, peut-être plus anciens encore. Margot étudia les dessins, un frisson parcourant son échine. Il me rappelle quelque chose. Les gargouilles de Notre-Dame. J'ai étudié l'art gothique ce semestre. Exactement, s'exclama le père Moreau. J'ai un ami historien à Paris, Gabriel Rousseau. Il pourrait nous aider. Cette nuit-là, Margot ne parvenait pas à dormir. Elle sortit sur la terrasse de sa chambre, qui donnait sur la mer. La lune, presque pleine, argentait les falaises de craie. Un silence étrange pesait sur le village, troublé seulement par le ressac des vagues. Puis elle l'entendit. D'abord, ce ne fut qu'un murmure porté par le vent. Puis la mélodie se précisa, d'une beauté surnaturelle qui lui serra le cœur. Une voix, ou peut-être plusieurs, chantait dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas, mais dont chaque note résonnait dans son âme comme un appel ancestral. Hypnotisée, elle se pencha par-dessus la balustrade, ses pieds nus effleurant déjà les barreaux. La mélodie l'appelait, lui promettait des secrets enfouis dans les profondeurs marines, des vérités que seuls les élus pouvaient entendre. Un cri strident de mouette brisa le charme. Margot se retrouva agrippée à la rambarde, le cœur battant, réalisant qu'elle avait failli enjamber la balustrade. Le chant s'était tu, laissant place au silence oppressant de la nuit normande. Elle rentra précipitamment dans sa chambre, les mains tremblantes. Maintenant, elle comprenait pourquoi les pêcheurs ne revenaient jamais. Dans les profondeurs des archives de Notre-Dame de Paris,
le professeur Gabriel Rousseau ajustait ses lunettes de lecture sous la lumière tamisée d'une lampe de bureau. À 52 ans, cet homme aux tempes grisonnantes avait consacré sa vie à l'étude de l'art gothique, mais ce qu'il découvrait ce matin-là dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Le manuscrit qu'il tenait entre ses mains, rédigé en latin médiéval, portait la signature de Maître Villard, l'un des architectes de la cathédrale. Mais ce n'étaient pas les plans de construction qui captivaient Gabriel, c'étaient les annotations marginales, écrites d'une main fébrile. « Les gardiens de pierre ne dorment jamais », murmurait-il en traduisant. Ils veillent sur les passages entre les mondes, sculptés non pour orner, mais pour contenir. Son téléphone portable vibra, l'arrachant à sa lecture. Un message du père Moreau de Normandie, accompagné de photos de symboles gravés dans la roche. Gabriel écarquilla les yeux. Ces symboles, il les connaissait. Ils ornaient les bases de plusieurs gargouilles de Notre-Dame, dissimulées sous des siècles de pollution et d'usure. Il saisit son téléphone et composa le numéro du prêtre. « Mon père, ces symboles, où les avez-vous trouvés exactement ?»« Dans les grottes sous les falaises de Sainte-Marguerite-sur-Mer. Ma paroissienne, Margot Dubois, étudie le folklore à Paris. Elle a fait le même rapprochement que vous. » Gabriel sentit son pouce accélérer. « Pouvez-vous me donner ses coordonnées ? Je crois que nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire. » Une heure plus tard, Gabriel appelait Margot. Sa voix, encore marquée par l'émotion de la nuit précédente, tremblait légèrement. « Professeur Rousseau ? Le père Moreau m'a dit que vous étiez spécialiste des gargouilles. Entre autres, mademoiselle. Mais dites-moi, avez-vous entendu parler des compagnons de la pierre vivante ? Non, jamais. C'était un ordre secret de maçons et de sculpteurs du XIIIe siècle. Selon les documents que j'étudie, ils n'étaient pas de simples artisans. Ils prétendaient pouvoir donner vie à la pierre, créer des gardiens éternels. Gabriel entendit Margot retenir son souffle. « Professeur, je dois vous dire quelque chose. Hier soir, j'ai entendu le chant dont parlent les légendes. Et j'ai failli me jeter de ma terrasse. Mon Dieu! Vous allez bien? Oui, mais maintenant je comprends pourquoi les pêcheurs disparaissent. Ce chant, c'est irrésistible. » Gabriel ferma les yeux, réfléchissant rapidement. « Mademoiselle Dubois, je pense que nous devons nous rencontrer. Ce que vous décrivez correspond aux témoignages que j'ai trouvés dans les archives. Des témoignages de 1248, l'année où les dernières gargouilles de Notre-Dame ont été installées. Que disent-ils? Qu'un chant mystérieux attirait les gens vers la Seine, jusqu'à ce que les gargouilles soient mises en place. Après cela, les disparitions ont cessé. Le silence s'étira entre eux, chargé d'implications terrifiantes. Professeur, accepteriez-vous de venir en Normandie? J'ai l'impression que nous sommes sur le point de découvrir quelque chose d'important. Je pars demain. Mais en attendant, évitez de sortir la nuit. Et surtout, ne vous approchez pas des falaises après le coucher du soleil. » Après avoir raccroché, Gabriel retourna à ses manuscrits avec une urgence nouvelle. Il découvrit bientôt un passage qui lui glaça le sang. Maître Villard a scellé le pacte avec les gardiens de pierre. Ils protégeront les passages tant que les hommes respecteront l'ancien accord. Mais si jamais les gardiens venaient à faillir, si jamais les sceaux étaient brisés, alors les voix d'outre-monde retrouveraient leur pouvoir. Et les chants de mort résonneraient à nouveau sur les terres de France. En marge, une note ajoutée d'une écriture différente: les gardiens de Normandie s'affaiblissent. Que Dieu nous aide si les voix se réveillent. Gabriel vérifia la date de cette annotation, 1789, l'année de la Révolution française. L'année où de nombreuses églises et leurs gargouilles avaient été détruites. Il leva les yeux vers la fenêtre de la sacristie, où les gargouilles de Notre-Dame montaient la garde dans la lumière déclinante du jour. Pour la première fois de sa vie, leurs visages grimaçants lui semblèrent moins menaçants que protecteurs. « Qu'est-ce que vous gardez exactement » murmura-t-il à leur intention. Comme en réponse à sa question, un vent violent fit claquer les volets, et Gabriel eut l'étrange impression d'entendre, très faiblement, l'écho lointain d'un chant mélancolique porté par la brise parisienne. Lucas Beaumont ajustait ses filets sous la lumière blafarde de l'aube, ses mains l'experte travaillant avec l'automatisme de 20 années passées en mer. À 32 ans, il était l'un des derniers pêcheurs de Sainte-Marguerite-sur-Mer à oser encore sortir seul, malgré les disparitions qui terrorisaient le village. « Tu es fou, Lucas » lui lança Pierre Dubois, un cousin éloigné du maire, en chargeant ses propres filets. « Après ce qui est arrivé à Jean-Marie et aux autres. »« J'ai une famille à nourrir, » répondit Lucas d'un ton sec. «
Et les poissons ne vont pas se pêcher tout seuls. Mais la vérité était plus complexe. Depuis son enfance, Lucas ressentait une attraction inexplicable pour les falaises, comme si quelque chose l'appelait dans leur profondeur calcaire. Sa grand-mère, Marguerite Beaumont, lui avait souvent raconté des histoires étranges sur leur lignée, des récits qu'il avait toujours pris pour des contes de bonnes femmes. Ce soir-là, après avoir croisé Margot au port, Lucas ne parvenait pas à chasser de son esprit les questions qu'elle lui avait posées sur les légendes familiales. Elle avait changé, cette petite Margot qu'il avait connue enfant. Ses études parisiennes lui avaient donné une assurance nouvelle, mais aussi une curiosité qui l'inquiétait. « Tu sais quelque chose sur les symboles dans les grottes ?» lui avait-elle demandé, ses yeux verts brillants d'une intensité troublante. Lucas avait menti, prétendant ne rien savoir. Mais la vérité était qu'il connaissait ces grottes mieux que quiconque. Enfant, il s'y était souvent réfugié, attiré par des murmures que lui seul semblait entendre. Vers minuit, n'y tenant plus, Lucas quitta sa petite maison de pêcheur et se dirigea vers les falaises. La lune pleine baignait le paysage d'une lumière argentée, transformant les rochers en sculptures fantomatiques. Le chant commença alors qu'il approchait du sentier côtier, une mélodie d'une beauté surnaturelle qui fit vibrer chaque fibre de son être. Mais contrairement aux autres hommes du village, Lucas ne ressentait pas l'envie de se jeter dans le vide. Au contraire, le chant semblait le guider vers une faille dans la roche qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Il se glissa dans l'ouverture, sa lampe torche perçant l'obscurité humide. La grotte s'ouvrait sur une vaste caverne naturelle, où l'écho de ses pas se mêlait aux notes cristallines du chant mystérieux. Les murs étaient couverts de symboles gravés, identiques à ceux que Margot avait photographiés. Au centre de la caverne, une source d'eau claire jaillissait du sol rocheux, formant un bassin parfaitement circulaire. Et autour de ce bassin, Lucas écarquilla les yeux, sa lampe tremblant dans sa main. 3 créatures de pierre se dressaient comme des sentinelles, leurs ailes repliées, leurs visages grimaçants tournés vers l'eau. Des gargouilles, identiques à celles qu'il avait vues sur les cartes postales de Notre-Dame, mais plus anciennes, plus primitives. « N'aie pas peur, descendant de Beaumont. » La voix résonna directement dans son esprit, grave et solennelle. L'une des gargouilles avait ouvert ses yeux de pierre, 2 émeraudes brillantes dans l'obscurité. « Vous parlez ?» balbutia Lucas. « Nous gardons. Nous protégeons. Comme tes ancêtres avant toi. » « Mes ancêtres ?» La gargouille inclina sa tête massive. « Ton arrière-grand-père, Mathieu Beaumont, était l'un des derniers gardiens humains. Il a scellé le pacte avec nous en 1918, quand les horreurs de la guerre ont failli briser les barrières entre les mondes. » Lucas sentit ses jambes se dérober sous lui. Quel pacte? Le pacte de silence. Nous gardons le passage fermé, et en échange, les descendants des gardiens nous protègent du monde des hommes. Mais le sceau s'affaiblit, Lucas Beaumont. Les voix d'outre-monde retrouvent leur pouvoir. Les chants, ce ne sont pas des sirènes? Les sirènes sont une invention des hommes pour expliquer l'inexplicable. Ce que vous entendez, ce sont les lamentations des âmes piégées entre les dimensions, celles qui cherchent à revenir dans votre monde. Et elles utilisent leurs chants pour attirer les vivants, pour voler leur essence vitale et renforcer leur propre existence. La deuxième gargouille prit la parole, sa voix plus rauque. 5 hommes ont déjà été pris. Leur corps repose au fond de la mer, mais leurs âmes nourrissent les créatures d'outre-monde. Que voulez-vous de moi? Demanda Lucas, la gorge serrée. Tu dois choisir, répondit la 3e gargouille. Reprendre le rôle de gardien, comme tes ancêtres, ou laisser les barrières s'effondrer définitivement. Mais sache que si tu acceptes, tu ne pourras plus jamais vivre comme un homme ordinaire. Lucas ferma les yeux, pensant à sa femme Marie, à ses 2 enfants qui dormaient paisiblement dans leur lit. Et si je refuse? Alors dans 3 jours, lors de la prochaine pleine lune, le passage s'ouvrira complètement. Les créatures d'outre-monde déferleront sur votre monde, et plus rien ne pourra les arrêter. Le silence tomba sur la caverne, troublé seulement par le clapotis de la source. Lucas rouvrit les yeux, croisant le regard implacable des 3 gardiens de pierre. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu as jusqu'à demain soir, concéda la 1re gargouille. Mais souviens-toi, le sang des gardiens coule dans tes veines. Tu ne peux pas échapper à ton destin. Lucas ressortit de la grotte comme un somnambule, l'esprit en ébullition. En regagnant le village, il croisa Margot qui rentrait de sa rencontre avec le professeur parisien. Leurs regards se croisèrent, et il comprit qu'elle aussi avait découvert une partie de la vérité. Lucas? Tout va bien? Tu es pâle comme un linge. Il hésita un instant,
puis prit sa décision. Margot, il faut qu'on parle. Toi, moi, et ton professeur. J'ai des choses à vous dire sur nos familles. Des choses que nos parents nous ont cachées. Le lendemain matin, dans le salon de la Maison du Bois, une atmosphère tendue régnait autour de la table basse où s'étalaient manuscrits anciens, photographies et notes griffonnées. Gabriel Rousseau, arrivé par le premier train, étudiait les dessins que Lucas avait esquissés de mémoire après sa rencontre nocturne. Ces gargouilles, elles sont différentes de celles de Paris, murmurait-il en ajustant ses lunettes. Plus primitives, plus sauvages. Margot servait le café, ses mains tremblant légèrement. Lucas, tu es certain qu'elles t'ont parlé? Aussi certain que je vous vois, répondit le pêcheur, les traits tirés par une nuit blanche. Et elle connaissait des détails sur ma famille que j'ignorais moi-même. Un coup discret à la porte interrompit leur conversation. Margot alla ouvrir et découvrit une jeune femme d'une trentaine d'années, aux cheveux châtains et aux yeux d'un bleu profond. Elle portait une mallette de cuir et une expression déterminée. Mademoiselle Dubois? Je suis Isabelle Moreau, la nièce du père Étienne. Il m'a dit que vous aviez besoin d'aide pour certaines recherches particulières. Gabriel leva les yeux de ses documents. Moreau, comme le prêtre? Exactement. Je suis restauratrice d'art, spécialisée dans les sculptures gothiques. Elle marqua une pause, semblant hésiter. Et j'ai certaines capacités qui pourraient vous être utiles. Margot l'invita à s'asseoir, intriguée par le mystère qui entourait cette nouvelle venue. Isabelle ouvrit sa mallette et en sortit plusieurs photographies de gargouilles, prises sous des angles inhabituels. Ces clichés ont été pris la nuit, avec un équipement spécial, expliqua-t-elle. Regardez attentivement les yeux. Gabriel examina les photos avec une loupe. Mon Dieu, on dirait qu'elles brillent. Parce qu'elles brillent, confirma Isabelle d'une voix calme. Les gargouilles ne sont pas de simples sculptures, professeur Rousseau. Elles sont habitées. Lucas se pencha vers elle, soudain très attentif. Vous pouvez les voir? Les entendre? Isabelle hocha la tête. Depuis mon enfance. Ma famille descend des compagnons de la pierre vivante. Nous sommes les intermédiaires entre les gardiens et les humains. Combien de familles sont impliquées dans cette histoire? Demanda Margot, abasourdie. Plus que vous ne le pensez, répondit Gabriel en feuilletant ses notes. Les Dubois, les Beaumont, les Moreau, toutes ces lignées apparaissent dans les archives médiévales. Vous êtes les descendants des gardiens originaux. Isabelle se tourna vers Margot. Votre père le sait-il? Papa? Impossible, il m'aurait dit. Margot s'interrompit, repensant au regard fuyant de son père, à sa nervosité depuis son retour. Les parents protègent leurs enfants en gardant le silence, expliqua Isabelle avec douceur. Mais maintenant que les sceaux s'affaiblissent, le secret ne peut plus être maintenu. Lucas se leva brusquement, faisant les 100 pas dans la pièce. Les gargouilles m'ont donné jusqu'à ce soir pour décider. Si j'accepte de devenir gardien, ma vie normale s'arrête. Si je refuse, le passage s'ouvre et les créatures d'outre-monde envahissent notre réalité, termina Isabelle. J'ai entendu les mêmes avertissements de la part des gardiens parisiens. Gabriel fronça les sourcils. Attendez, vous dites que les gargouilles de Paris sont également actives. Plus que jamais. Elles coordonnent la défense à travers toute la France. Mais le point faible, c'est ici, en Normandie. C'est ici que tout a commencé, et c'est ici que tout peut finir. Margot se tourna vers la fenêtre, observant les falaises qui se dressaient au loin. Ces créatures d'outre-monde, qu'est-ce qu'elles veulent exactement? Elles se nourrissent d'émotions humaines, expliqua Isabelle. Peur, désespoir, amour, joie, tout ce qui fait de nous des êtres vivants. Dans leur dimension, elles sont affamées, privées de cette essence vitale. Notre monde représente un festin inépuisable. Et les chants? Demanda Lucas. Leur arme principale. Elles utilisent les fréquences sonores pour influencer l'esprit humain, créer une attraction irrésistible. Les victimes viennent à elles de leur plein gré, ce qui facilite l'absorption de leur essence. Gabriel rassembla ses documents d'un geste décidé. Nous devons agir ensemble. Séparément, nous ne sommes que des individus perdus face à des forces qui nous dépassent. Mais unis, nous représentons la continuité d'une tradition millénaire. Que proposez-vous? Demanda Margot. D'abord, nous devons rencontrer les gargouilles ensemble. Isabelle peut servir d'intermédiaire, Lucas a le sang des gardiens, Margot connaît le folklore local, et moi j'ai les connaissances historiques.
Ensuite, nous devrons convaincre nos familles de nous révéler toute la vérité. Isabelle hocha la tête. Il y a autre chose. Les disparitions récentes, ce ne sont pas les gargouilles qui en sont responsables. Elles protègent le passage, elles ne tuent pas. Alors qui? Demanda Lucas, inquiet. Quelque chose essaie de briser le sceau de l'intérieur. Quelque chose qui a déjà un pied dans notre monde et qui travaille à ouvrir complètement le passage. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Dehors, les mouettes criaient dans le vent, et au loin, les falaises de craie semblaient monter une garde silencieuse contre les mystères qu'elles abritaient. Nous avons jusqu'à ce soir, murmura Lucas. Autant commencer maintenant. Le TGV filait à travers la campagne française, emportant les 4 alliés vers Paris dans un silence tendu. Isabelle fixait le paysage défilant par la fenêtre, ses doigts tapotant nerveusement sur la coudoir. À ses côtés, Gabriel relisait ses notes pour la énième fois, tandis que Margot et Lucas échangeaient des regards inquiets. « Vous êtes certaine que les gargouilles accepteront de nous parler ?» demanda Margot à voix basse. « Elles n'ont pas le choix, » répondit Isabelle. « La situation est trop grave. Mais il faut que vous compreniez, ce que nous allons voir cette nuit changera votre perception du monde à jamais. » Arrivés à Paris en fin d'après-midi, ils se dirigèrent directement vers Notre-Dame. La cathédrale, majestueuse dans la lumière dorée du couchant, attirait encore de nombreux touristes malgré leur tardive. Gabriel les guida vers une entrée discrète, utilisant ses accréditations de chercheur pour accéder aux parties habituellement fermées au public. « Nous devons attendre la nuit complète », expliqua-t-il en les menant vers un escalier en colimaçon. Les gardiens ne se manifestent qu'après le départ du dernier visiteur. L'ascension vers les tours fut éprouvante, mais quand ils émergèrent enfin sur la terrasse supérieure, le spectacle leur coupa le souffle. Paris s'étendait à leurs pieds, scintillant de mille feux, tandis qu'au-dessus d'eux, les gargouilles montaient leur garde éternelle. « Elles sont magnifiques, » murmura Margot, levant les yeux vers les créatures de pierre. « Et terrifiantes, » ajouta Lucas, mal à l'aise. Isabelle s'approcha de la plus grande gargouille, celle qui dominait la façade ouest. « Gardienne de Paris, nous sommes venus chercher votre aide. » Le sceau de Normandie se brise. Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis, comme si la pierre prenait vie, les yeux de la gargouille s'illuminèrent d'une lueur verte. Sa voix résonna dans l'esprit de tous les présents, grave et chargée de siècles de sagesse. « Isabelle Moreau, fille des compagnons. Nous t'attendions. » D'autres gargouilles s'animèrent autour d'eux, leurs yeux brillant dans l'obscurité naissante. Gabriel recula instinctivement, mais Margot, fascinée, s'approcha davantage. « Vous connaissez notre histoire ?» demanda-t-elle. « Nous connaissons toutes les histoires, enfants du bois. Nous étions là quand tes ancêtres ont scellé le premier pacte. Nous étions là quand les Beaumont ont pris la garde du passage normand. Nous étions là quand les Moreau ont appris à nous entendre. » Lucas s'avança, surmontant sa peur. « Vos cousines de Normandie m'ont dit que j'avais un choix à faire. » « Il n'y a pas de choix, gardien Beaumont. Il n'y en a jamais eu. Le sang des protecteurs coule dans tes veines. Tu peux fuir ta destinée, mais elle te rattrapera toujours. » Que s'est-il passé exactement au XIIIe siècle? Intervint Gabriel, son esprit de chercheur reprenant le dessus sur sa peur. La gargouille principale tourna sa tête massive vers lui. « Une brèche s'est ouverte entre les dimensions, professeur Rousseau. Des entités affamées ont tenté d'envahir votre monde. Les compagnons de la pierre vivante ont fait appel à nous, créatures d'un 3e plan d'existence, pour servir de gardiens. » « Un 3e plan ?» répéta Margot. « Nous ne sommes ni de votre monde ni du leur. Nous existons dans l'entre-deux, ce qui nous permet de surveiller les passages. En échange de notre service, les humains nous ont donné forme et substance dans votre réalité. » Isabelle hocha la tête. « C'est pourquoi vous avez besoin de nous. Sans les descendants des compagnons, vous perdez votre ancrage dans notre monde. » Exactement. Et maintenant, quelque chose menace cet équilibre. Les disparitions en Normandie ne sont pas dues aux créatures d'outre-monde. Elles sont l'œuvre de quelqu'un qui connaît nos secrets. « Quelqu'un » s'exclama Lucas. « Vous voulez dire un humain ? Un descendant des gardiens qui a choisi de briser le pacte. Quelqu'un qui croit pouvoir contrôler les forces d'outre-monde pour son propre bénéfice. » Un silence glacial s'abattit sur la terrasse. Margot sentit son sang se figer dans ses veines. « Vous savez qui c'est ? Nous avons nos suspicions. Mais nous ne pouvons pas agir directement contre un humain. C'est à vous de découvrir le traître et de l'arrêter. » Gabriel se racla la gorge.
Comment pouvons-nous identifier cette personne? Cherchez celui qui connaît trop bien les légendes, celui qui a accès aux lieux sacrés, celui qui peut approcher les victimes sans éveiller les soupçons. Cherchez celui qui a tout à gagner du chaos qui suivrait l'ouverture du passage. Isabelle ferma les yeux, concentrée. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Quelque chose que vous ne nous dites pas. Tu as toujours été perspicace, fit Moreau. Oui, il y a autre chose. Le traître n'agit pas seul. Il a trouvé un moyen de communiquer avec les créatures d'outre-monde, de passer des accords avec elles. En échange de son aide pour ouvrir le passage, elles lui ont promis le pouvoir sur les âmes qu'elles captureront. Mon Dieu, murmura Gabriel. Nous parlons de quelqu'un qui est prêt à sacrifier des innocents pour obtenir un pouvoir surnaturel. Et cette personne se trouve à Sainte-Marguerite-sur-Mer, ajouta la gargouille. Proche de vous tous, assez proche pour connaître vos mouvements, vos faiblesses. Margot sentit un frisson d'horreur la parcourir. Nous devons rentrer immédiatement. Si cette personne sait que nous sommes ici. Elle sait déjà, confirma la gargouille. Mais ne vous inquiétez pas. Nous enverrons des gardiens avec vous. Il est temps que nos cousines de Normandie reçoivent des renforts. Comme pour ponctuer ces paroles, plusieurs gargouilles plus petites s'animèrent autour d'eux, déployant leurs ailes de pierre dans un bruissement qui résonna comme un battement d'ailes géant. La bataille finale approche, déclara la gardienne principale. Préparez-vous. Et souvenez-vous, unis, vous êtes forts. Divisés, vous périrez tous. Le train de nuit ramenant les 4 alliés vers la Normandie traversait la campagne endormie sous un ciel sans étoiles. Dans leur compartiment, une tension palpable régnait. Isabelle n'avait pas prononcé un mot depuis leur départ de Paris, fixant son reflet dans la vitre avec une expression troublée. « Qu'est-ce qui vous préoccupe ?» finit par demander Margot. « Les gargouilles de Paris m'ont transmis quelque chose avant notre départ, » répondit Isabelle d'une voix sourde. « Une vision. Je vois des flammes, de l'eau qui bout, et... » Elle frissonna. « Et je nous vois tous en danger. » Gabriel referma le livre qu'il tentait de lire. « Ces visions sont-elles fiables ? » Malheureusement, oui. C'est l'un des dons de ma lignée. Nous percevons les perturbations dans l'équilibre entre les mondes. Lucas, qui somnolait dans son coin, ouvrit brusquement les yeux. « Vous entendez ça ?» Ils tendirent l'oreille. Au-delà du roulement du train, une mélodie lointaine semblait porter dans le vent nocturne. Le chant des créatures d'outre-monde, plus fort et plus insistant que jamais. « Nous sommes encore à 50 km de Sainte-Marguerite, » murmura Margot, alarmée. « Si on l'entend d'ici. » Le passage s'élargit, confirma Isabelle. « Nous arrivons trop tard. » Le train entra en gare de Sainte-Marguerite-sur-Mer à 3 heures du matin. Le quai était désert, éclairé seulement par quelques lampadaires vacillants. Mais ce qui les frappa immédiatement, ce fut le silence. Aucun bruit de vagues, aucun cri de mouette, aucun souffle de vent. Comme si le village entier retenait son souffle. « Quelque chose ne va pas », murmura Lucas en scrutant les rues vides. Ils se dirigèrent vers la maison des Dubois, mais trouvèrent porte close et volets fermés. Margot frappa, appela, mais aucune réponse ne vint. « Mes parents ne sortent jamais la nuit, » dit-elle, l'inquiétude perçant dans sa voix. Gabriel pointa du doigt vers le port. « Regardez. » Une lueur étrange dansait au-dessus des falaises, oscillant entre le vert et le bleu, comme une aurore boréale déplacée. Et de cette lueur émanait le chant, maintenant si puissant qu'il semblait vibrer dans leurs os. « Le passage » souffla Isabelle. « Il s'ouvre. » Ils coururent vers les falaises, leurs pas résonnant dans les rues désertes. En approchant du sentier côtier, ils découvrirent un spectacle qui les glaça d'horreur. Une procession silencieuse de villageois marchait vers les falaises, les yeux vides, comme des somnambules. Parmi eux, ils reconnurent les parents de Margot, plusieurs pêcheurs, et même le père Moreau. « Papa !»« Maman !» cria Margot en se précipitant vers eux. Mais ses parents ne réagirent pas, continuant leur marche inexorable vers le vide. Lucas la rattrapa de justesse. « Ne les touche pas. Le chant les contrôle. Si tu brises leur transe brutalement, le choc pourrait les tuer. » « Alors que fait-on » demanda Gabriel, désespéré. Isabelle ferma les yeux, se concentrant. « Je peux essayer de créer une contre-mélodie, quelque chose qui neutralise l'influence du chant. Mais j'ai besoin de temps. » « Du temps, nous n'en avons pas, » répliqua Lucas en montrant la procession qui approchait dangereusement du bord de la falaise. C'est alors qu'une voix familière s'éleva derrière eux,
chargés d'une satisfaction mauvaise. Trop tard, mes chers amis. Beaucoup trop tard. Ils se retournèrent pour découvrir Henri Dubois, le maire du village, qui se tenait à quelques mètres d'eux. Mais ce n'était plus l'homme fatigué et nerveux que Margot avait retrouvé quelques jours plus tôt. Ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle, et un sourire cruel déformait ses traits. « Papa » balbutia Margot, incrédule. « Ton père a fait un choix, ma chère fille. Un choix que tu ne peux pas comprendre. » Gabriel s'avança, les poings serrés. « C'est vous. Vous êtes le traître dont parlaient les gargouilles. » Henri éclata d'un rire glacial. « Traître ? J'ai sauvé ma famille. Quand les créatures d'outre-monde m'ont contacté il y a 6 mois, elles m'ont offert un marché, leur ouvrir le passage en échange de la protection de ma lignée. Margot et Claire seront épargnées quand le grand nettoyage commencera. » « Quel grand nettoyage ?» demanda Isabelle, horrifiée. « L'humanité est une espèce défaillante, ma chère. Faible, corrompue, destructrice. Les créatures d'outre-monde vont purifier ce monde, ne gardant que les plus dignes pour les servir. » Margot recula, les larmes aux yeux. « Comment avez-vous pu ? Ces gens vous faisaient confiance. Ces gens étaient condamnés de toute façon. » Rugit Henri. Les seaux s'affaiblissaient naturellement. J'ai simplement accéléré le processus pour m'assurer que nous survivrions. Lucas serra les dents. Les pêcheurs disparus, c'est vous qui les avez menés aux créatures. Ils ont servi à nourrir mes nouveaux alliés, à leur donner la force nécessaire pour briser les dernières barrières. Et maintenant, regardez. Il désigna les falaises où la procession de villageois s'était arrêtée au bord du vide. La lueur surnaturelle s'intensifia, et soudain, des formes spectrales commencèrent à émerger des rochers. Des créatures translucides au visage déformé par la faim, tendant leurs mains griffues vers les humains hypnotisés. « Non !» cria Margot en se précipitant vers ses parents. Mais Henri leva la main, et une force invisible la projeta au sol. « Tu ne peux rien faire, ma fille. Le passage est ouvert. Dans quelques minutes, mes alliés auront assez de force pour se matérialiser complètement dans notre monde. » Isabelle se releva péniblement, du sang coulant de sa lèvre fendue. « Vous avez oublié quelque chose, monsieur le maire. Nous ne sommes pas venus seuls. » Un rugissement bestial déchira la nuit. Du ciel descendirent les gargouilles de Paris, leurs ailes de pierre battant l'air avec un bruit de tonnerre. Elles fondirent sur les créatures spectrales, engageant un combat titanesque au-dessus des falaises. Henri recula, son assurance vacillant pour la première fois. « Impossible. Les gardiens ne peuvent pas quitter leur poste. » « Erreur », répliqua Gabriel en se relevant. « En cas de menace existentielle, tous les gardiens peuvent être mobilisés. Et grâce à vous, nous avons maintenant cette menace. » La bataille faisait rage au-dessus d'eux, pierre contre ectoplasme, gardien contre envahisseur. Mais les créatures d'outre-monde étaient nombreuses, et les gargouilles commençaient à faiblir. « Il faut refermer le passage !» cria Isabelle par-dessus le vacarme. « Comment ?» demanda Lucas. « Le sang des gardiens, répondit-elle. Nous devons tous donner notre sang pour renforcer le sceau. » Henri ricana. « Trop tard. Regardez. » Effectivement, les premières créatures commençaient à se solidifier, leur forme spectrale prenant une consistance terrifiante. Et la procession de villageois, toujours sous l'emprise du chant, s'apprêtait à faire le dernier pas vers l'abîme. La bataille pour l'âme de Sainte-Marguerite-sur-Mer venait de commencer. Le vent se leva soudainement, transformant la nuit calme en tempête furieuse. Les vagues se fracassaient contre les falaises avec une violence inouïe, comme si la mer elle-même se révoltait contre l'abomination qui se déroulait sur ses rivages. Au-dessus des rochers de craie blanche, le combat entre les gargouilles et les créatures d'outre-monde faisait rage dans un balai mortel de pierre et d'ectoplasme. Margot se releva, les genoux écorchés, et fit face à son père. « Papa, je sais que vous êtes encore là, quelque part. Battez-vous contre cette influence. » Henri Dubois la regarda avec une expression où se mêlaient amour paternel et folie. « Ma petite fille, tu ne comprends pas. J'ai vu ce qui nous attend si nous résistons. La mort, la souffrance, l'extinction de notre lignée. Au moins, de cette façon, tu survivras. » Survivre pourquoi ? Pour servir des monstres ? Margot s'approcha de lui, les larmes ruisselant sur ses joues. « Ce n'est pas vivre, papa. C'est de l'esclavage. » Pendant ce temps, Lucas et Gabriel tentaient désespérément de briser l'emprise du chant sur les villageois. Isabelle, les yeux fermés,
murmurait une contre-mélodie dans une langue ancienne, ses mains traçant des symboles complexes dans l'air. « Ça ne marche pas !» cria Lucas. « Ils sont trop proches du bord. » Effectivement, la procession de somnambules n'était plus qu'à quelques mètres du vide. Parmi eux, Claire Dubois, la mère de Margot, avançait d'un pas mécanique, ses yeux vides fixés sur l'horizon. « Maman !» hurla Margot, mais sa voix se perdit dans le rugissement du vent. C'est alors qu'une des gargouilles de Normandie, celle que Lucas avait rencontrée dans la grotte, descendit vers eux. Ses ailes de pierre étaient fissurées, et une de ses cornes était brisée, mais ses yeux verts brillaient toujours d'une détermination farouche. « Gardien Beaumont !» Sa voix résonna dans l'esprit de Lucas. « Il faut activer le sceau d'urgence. »« Comment ?» répondit Lucas mentalement. Le sang des 4 lignées, versé ensemble sur la pierre de fondation. Mais attention, celui qui active le sceau devient le gardien permanent. Il ne pourra plus jamais quitter ce lieu. Lucas regarda ses compagnons, puis les villageois qui s'approchaient inexorablement du précipice. Sa décision fut prise en un instant. Margot. Isabelle. Gabriel. Cria-t-il. Il faut aller à la grotte. Maintenant. Et les villageois? Protesta Gabriel. Les gargouilles vont les retenir, répondit Lucas. Mais si nous n'activons pas le sceau maintenant, ils mourront tous de toute façon. Henri Dubois tenta de les arrêter, mais Isabelle leva la main et prononça un mot de pouvoir. Le maire s'effondra, temporairement paralysé par l'ancien sortilège. Courez! Cria-t-elle. Ils dévalèrent le sentier vers la grotte secrète, poursuivis par les hurlements des créatures d'outre-monde qui avaient remarqué leur fuite. Derrière eux, les gargouilles formaient un mur défensif, mais leur nombre diminuait à chaque seconde. Dans la caverne, la source sacrée bouillonnait comme un chaudron, et les 3 gargouilles locales les attendaient, leur forme de pierre craquelée par l'effort de maintenir le sceau. « Vite !» ordonna la première gardienne. « Chacun doit verser son sang sur la pierre de fondation. » Au centre du bassin, une pierre noire affleurait, couverte de symboles gravés. Sans hésiter, Lucas se tailla de la paume avec son couteau de pêche et laissa son sang goûter sur la roche. Margot, Gabriel et Isabelle l'imitèrent. Dès que le 4e sang toucha la pierre, une lumière aveuglante emplit la caverne. Les symboles s'embrasèrent, et un grondement sourd ébranla les fondations de la falaise. « Ça marche !» s'exclama Gabriel. Mais leur joie fut de courte durée. Henri Dubois apparut à l'entrée de la grotte, les yeux maintenant complètement noirs, possédé par les créatures qui l'avaient servi. « Vous ne détruirez pas des siècles de préparation. » rugit-il d'une voix qui n'était plus la sienne. Il leva les bras, et des tentacules d'énergie sombre jaillirent de ses mains, visant la pierre de fondation. Margot se jeta devant le projectile, prête à protéger le sceau de sa vie. Mais Isabelle fut plus rapide. Elle bondit vers la pierre et posa ses mains sur les symboles gravés. « Je me lie au sceau !» cria-t-elle. « Je deviens la gardienne. » Son corps se mit à briller d'une lumière dorée, et soudain, elle sembla se transformer. Sa peau prit la teinte de la pierre, ses cheveux devinrent comme du marbre sculpté, et des ailes commencèrent à pousser dans son dos. « Isabelle, non !» hurla Margot. « C'est le seul moyen, » répondit Isabelle, sa voix déjà changée, plus profonde, plus résonnante. « Quelqu'un doit garder le passage pour l'éternité. » L'énergie libérée par sa transformation repoussa Henri contre la paroi rocheuse. Les créatures qui le possédaient furent expulsées de son corps dans un hurlement de rage, et l'homme s'effondra, redevenu lui-même mais brisé par la culpabilité. À l'extérieur, le chant des créatures d'outre-monde se mua en cris d'agonie. Le passage se refermait, les aspirant vers leur dimension d'origine. Les villageois hypnotisés s'effondrèrent sur place, libérés de l'emprise surnaturelle, mais vivants. Isabelle, maintenant plus gargouille qu'humaine, se tourna vers ses amis. « Partez maintenant. Le sceau se stabilise, mais je dois rester pour le maintenir. Il doit y avoir un autre moyen. » protesta Lucas. « Non, » répondit-elle avec un sourire triste. « C'est mon choix. Ma famille a servi les gardiens pendant des siècles. C'est mon tour d'assumer cette responsabilité. » Gabriel s'agenouilla devant elle. « Nous n'oublierons jamais votre sacrifice. Prenez soin les uns des autres, » murmura Isabelle. « Et veillez sur les autres sceaux. Cette bataille est gagnée, mais la guerre n'est pas finie. » Ces derniers mots humains résonnèrent dans la caverne tandis que sa transformation s'achevait. Isabelle Moreau, restauratrice d'art et descendante des compagnons de la pierre vivante,
était devenue la nouvelle gardienne éternelle de Sainte-Marguerite-sur-Mer. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit terrible où Sainte-Marguerite-sur-Mer avait failli basculer dans l'abîme. L'automne dorait maintenant les falaises de Normandie, et la vie avait repris son cours dans le petit village de pêcheurs, du moins en apparence. Margot Dubois achevait sa thèse de doctorat dans le bureau qu'elle avait aménagé dans la maison familiale. Son travail sur « Les légendes maritimes de Normandie », entre folklore et réalité historique, lui avait valu les félicitations de ses professeurs parisiens, qui ignoraient à quel point ses recherches étaient fondées sur des expériences vécues. « Tu travailles encore ?» La voix de son père la fit sursauter. Henri Dubois se tenait dans l'embrasure de la porte, les cheveux plus blancs qu'avant, le visage marqué par les remords mais apaisé. « Papa, comment allez-vous aujourd'hui ? » « Mieux, ma chérie. »« Beaucoup mieux. » Il s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre. Le docteur Lemaire dit que les séances d'hypnose thérapeutique portent leurs fruits. Les cauchemars s'espacent. Margot hocha la tête. Officiellement, son père avait fait une dépression nerveuse due au stress de ses fonctions de mère. Seuls quelques initiés connaissaient la véritable nature de son épisode. La communauté médicale avait diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique, ce qui n'était pas entièrement faux. Et maman ? Elle est au marché avec Madame Beaumont. Elle prépare le repas pour ce soir. Ce soir, c'était leur réunion mensuelle. Lucas, Gabriel, et elle se retrouvaient pour faire le point sur la situation des autres sceaux à travers la France. Car leur victoire en Normandie n'avait été que le début d'une mission plus vaste. Vers 18h, Lucas arriva le premier, portant un panier de poissons fraîchement pêchés. Le jeune homme avait repris la mer, mais son regard portait maintenant une vigilance nouvelle. Il scrutait constamment l'horizon, à l'affût du moindre signe d'activité surnaturelle. « Comment va Marie ?» demanda Margot en l'accueillant. « Elle pose de moins en moins de questions sur mes absences nocturnes », répondit Lucas avec un sourire las. « Je crois qu'elle préfère ne pas savoir. » Gabriel arriva peu après, descendant de sa voiture de location. Le professeur parisien avait pris l'habitude de ses voyages réguliers en Normandie. Il portait une mallette remplie de documents et de photographies. « Quelle nouvelle de Paris ?» demanda Margot. « Troublante », répondit Gabriel en ouvrant sa mallette. Les gargouilles de Notre-Dame signalent des perturbations dans le sud de la France. Près de Carcassonne. Il semblerait qu'un autre sceau montre des signes de faiblesse. Ils s'installèrent dans le salon, étalant cartes et documents sur la table basse. C'était devenu leur rituel, analyser les rapports des gardiens, identifier les menaces potentielles, coordonner leurs actions avec les autres descendants des lignées protectrices. « Et Isabelle ?» demanda Lucas, comme à chaque réunion. Margot sourit tristement. « Je suis allé la voir hier soir. Elle va bien, dans la mesure où, enfin, vous comprenez. » Effectivement, ils comprenaient tous. Isabelle existait maintenant entre deux états, humaine le jour, quand elle pouvait converser et partager des moments avec ses amis, gargouille la nuit, quand elle montait la garde sur les falaises. Sa transformation n'était pas complète, ce qui lui permettait de conserver sa personnalité et ses souvenirs, mais elle était irréversiblement liée au sceau. Elle m'a dit quelque chose d'intéressant, continua Margot. Elle perçoit maintenant les connexions entre tous les sceaux de France. Comme un réseau d'énergie qui parcourt le pays. Et selon elle, ce réseau se renforce. Gabriel leva les yeux de ses notes. Comment ça ? Notre victoire ici a eu un effet domino. Les autres gardiens se sont réveillés, les sceaux dormants se sont réactivés. Il semblerait que nous ayons déclenché une renaissance de l'ancien système de protection. Lucas se pencha vers la carte de France étalée sur la table. Regardez. Si on relie tous les points où des gargouilles ont été signalés ces derniers mois. Il traça des lignes entre les différentes villes, Paris, Reims, Amiens, Strasbourg, Lyon, Toulouse. Un motif complexe apparut, ressemblant à un pentagramme géant. Un cercle de protection, murmura Gabriel, fasciné. Nos ancêtres avaient créé un système défensif à l'échelle du pays entier. Et nous l'avons réactivé, ajouta Margot avec fierté. Ils passèrent la soirée à planifier leurs prochaines actions. Gabriel retournerait à Paris pour approfondir ses recherches dans les archives. Lucas continuerait sa surveillance maritime, utilisant ses sorties de pêche pour patrouiller le long des côtes. Margot, elle, terminerait sa thèse tout en servant de coordinatrice entre les différents groupes de descendants qu'ils avaient identifiés. Vers minuit, ils se rendirent ensemble aux falaises pour leur visite rituelle à Isabelle. Ils la trouvèrent perchée sur son rocher favori, sa silhouette de pierre se découpant contre le ciel étoilé.
Quand elle les vit approcher, ses yeux s'illuminèrent de leur lueur verte familière. « Mes amis, dit-elle de sa voix résonnante. J'ai de bonnes nouvelles. Le réseau se stabilise. Les créatures d'outre-monde battent en retraite sur tous les fronts. » « Pour combien de temps ? Demanda Lucas. « Difficile à dire. Peut-être des décennies, peut-être des siècles. Mais nous avons gagné du temps précieux. » Margot s'assit sur un rocher face à son ami transformé. « Vous ne regrettez pas votre choix ? » Isabelle inclina sa tête de pierre, un geste étrangement gracieux. « Comment pourrais-je regretter d'avoir sauvé tant de vies ? Et puis, je ne suis pas seul. Les autres gardiens me tiennent compagnie, et vous venez me voir régulièrement. » « Nous viendrons toujours, promit Gabriel. « Je sais. Et c'est ce qui rend ma veille supportable. » Ils restèrent encore 1 heure à bavarder, partageant les nouvelles du village, les dernières découvertes historiques, les petits bonheurs du quotidien. Car malgré sa transformation, Isabelle restait leur amie, leur confidente, leur lien avec le monde mystérieux des gardiens. Quand ils repartirent, l'aube commençait à poindre à l'horizon. Isabelle reprit sa forme humaine pour quelques heures, le temps de se reposer avant de reprendre sa garde nocturne. En redescendant vers le village, Margot regarda une dernière fois les falaises de craie blanche. Elles lui semblaient plus majestueuses qu'avant, chargées d'une noblesse nouvelle. Car elle savait maintenant qu'elles abritaient bien plus que des légendes, elles protégeaient l'équilibre même entre les mondes. Le chant des sirènes s'était tu pour longtemps. Mais les gardiens veillaient toujours, et tant qu'il y aurait des descendants des anciennes lignées pour maintenir le pacte, la France resterait protégée des ténèbres d'outre-monde. Dans le petit café du port qui ouvrait ses portes pour accueillir les premiers pêcheurs, la vie reprenait ses droits. Et quelque part dans les brumes matinales, l'écho lointain d'une mélodie protectrice montait des profondeurs, non plus pour attirer les âmes vers la mort, mais pour bercer le réveil d'un monde en paix. L'histoire de Sainte-Marguerite-sur-Mer était devenue légende. Mais pour ceux qui savaient écouter, les pierres anciennes murmuraient encore les secrets des gardiens éternels.